Bonjour et bienvenue à tous au rendez-vous du 13h. Voici le sommaire. Rencontre gouvernement et partenaires sociaux au sujet de la révalorisation salariale. Les représentants syndicaux et le patronat semblent satisfaits des échanges. Suivez dans ce journal la quintessence des propos du chef de l'État à cette occasion. Des échanges, il y en a eu également avec des experts du renseignement. C'est à l'occasion de la 10e réunion du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement. Les assises ont lieu à Cotonou. On fait le point dans cette édition. Installation des comités communaux intégrés intergénérationnels du projet Suède dans le Nord et les collines. C'est pour la mise en œuvre de la composante maintien des filles à l'école. On en parle dans ce 13h. Comme annoncé, le président Patrice Talon a reçu les partenaires sociaux au palais de la Marina. Au cœur des travaux, la revalorisation salariale. Les discussions présagent d'une suite agréable pour les travailleurs du public. Les représentants syndicaux et le patronat en sont d'ailleurs très satisfaits au terme des échanges. Suivons ici les propos liminaires du chef de l'État. Il est au micro de Jérôme Hungbo et Mohamed Bio. Nous étions promis de nous revoir en novembre, mais le temps qu'on s'est donné pour rendre la copie n'a pas suffi. Mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons été rattrapés tous par les problèmes auxquels le monde est confronté. Nous devrions nous rassurer que la situation globale, notre situation propre, ne nous mettrait pas en difficulté longtemps, durablement. Et il a fallu analyser notre situation propre et la situation du monde avec attention, faire les projections nécessaires avant de nous engager dans la dernière ligne droite des propositions à faire pour le relèvement des salaires des agents publics. Chose qui, une fois arrêtée, décidée, mise en œuvre, ne peut plus faire demi-tour. Et nous avons convenu de vous faire le point, suggérer, présenter ce qui a été retenu, ce qu'il a été possible de retenir. Vous le soumettre, recevoir vos appréciations, vos suggestions, et voir. Nous espérons bien dans quelle mesure nous trouverons bien, soit un consensus, avant de soumettre tout cela au grand jury de demain, mercredi, Conseil des ministres. Vous savez très bien que nous sommes confrontés, l'État, nous tous ensemble, et principalement l'équipe gouvernementale qui a la charge de gérer pour l'intérêt général nos ressources, tout ça nous tous, pour faire face à tous nos problèmes. Problèmes d'infrastructure, problèmes de formation, problèmes de santé, problèmes de sécurité, problèmes d'emploi. Mais comme tout cela n'exclut pas le quotidien de chacun, le pain quotidien, il est tout à fait normal que dans l'assiette pour la répartition des ressources publiques, nous tenions compte de ce que il faut faire pour améliorer le quotidien de chacun sans renoncer à ce qui concerne notre vie à nous tous et qui détermine notre évolution et la sortie de la pauvreté. Il y a des investissements, si on ne les fait jamais, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants vivront le même sort que nous. Une pauvreté sans fin. Malheureusement, c'est ce qui semble désormais caractériser nos pays et l'Afrique. Mais nous savons très bien que ce n'est pas une fatalité. La pauvreté n'a jamais été une fatalité pour quiconque, que ce soit pour les individus, que ce soit pour les communautés. Ce qui fait que on s'installe dans la pauvreté, c'est quand on refuse de faire les efforts nécessaires, on refuse de consacrer le peu qu'on a à nous développer. Quand on consomme le peu qu'on a, on vit dans la pauvreté éternelle. Nous avons fait un choix différent. Nous observons que cela porte ses fruits.
Et le dilemme est de pouvoir garder le cap tout en permettant à chacun de se sentir concerné en son temps par les fruits de nos efforts communs. Le 8 janvier 2023, les Béninois sont appelés aux urnes pour élire les députés. Mais avant, il y aura la campagne électorale. C'est une période où toutes les passions sont déchaînées. Jean-Baptiste Elias propose quelques pistes pour un passage en paix de cette période. Vous le suivrez dans nos prochaines éditions. Plus que quelques semaines donc nous séparent des élections législatives de 2023. Le déploiement de médias respectueux de pratiques déontologiques en cette période sensible préoccupe la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le régulateur de la communication au Bénin a rencontré hier les représentants des partis politiques pour les sensibiliser sur le sujet. Suivons le point avec Jennifer Sachivi et Oded Dossou. Nous sommes entièrement disposés. Face à une délégation de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, des représentants de partis politiques en lice pour le scrutin du 8 janvier 2023. La présente rencontre s'inscrit dans le cadre d'une régulation du paysage médiatique en cette période préélectorale. Vous pouvez contracter avec les organes de presse que vous voulez. On le fait accompagner des organes de presse publics pour l'équité et l'égalité. Je pense qu'on a compris ce point aussi et que pour les médias en ligne, nous allons, à votre demande, vous envoyer la liste des médias en ligne sélectionnés qui peuvent travailler avec vous. Des recommandations qui obtiennent écho favorable auprès des partis politiques représentés. Nous avons tous pris l'engagement de pouvoir élaborer des éléments de langage qui privilégie la paix, rien que la paix dans notre pays, afin que la période électorale soit essentiellement une période où nous échangeons sans nous porter des coups. C'est comment est-ce qu'on va se préparer pour être sur les différents plateaux qui initiera avec les médias du service public et aussi du privé, pour que chaque parti politique, dans une démarche d'équité, surtout puisse se présenter, vendre ses idées et obtenir l'adhésion. La séance d'échange a également été l'occasion pour les formations politiques représentées de faire part de leurs observations. Elles ont également soumis des propositions à l'institution de régulation. L'unité régionale de fusion du renseignement a mobilisé des experts du renseignement à Cotonou. Le comité de gestion y tient sa 10e réunion. On y discute de partage d'informations dans la lutte contre le terrorisme. Suivez ici, respectivement, le président du comité de gestion de l'unité régionale de fusion du renseignement et le ministre en charge de la sécurité publique. Et ils sont au micro de Ghislain Poguet et Louis Koudoubo. Aujourd'hui, la lutte contre la menace terroriste se hisse au rang des priorités et des plus grands défis sécuritaires à relever. Nous y parviendrons en faisant en sorte que nos services de renseignement mettent à disposition des autorités politiques des éléments leur permettant de prendre des décisions idoines pour prévenir toutes les formes d'expression de la menace. Force est de constater que cette menace gagne du terrain et s'étend au-delà des frontières des pays du bassin du lac Tchad et du Sahel. Les groupes armés terroristes ont récemment entamé une expansion remarquable vers les pays côtiers en multipliant des attaques avec des modes opératoires de plus en plus élaborés. Ne serait-il pas opportun que soient conjugués les efforts consentis par nos organisations sous-régionales et régionales dans le but de mieux contrecarrer la menace? L'urgence de la situation et la nécessité d'y apporter une réponse efficace n'appellent-elles pas à envisager la mise en place de passerelles permettant les échanges et le partage de renseignements? Mesdames et messieurs, voici autant de questions appelant des réflexions profondes. Aucune d'elles ne peut faire abstraction d'un impératif, celui de faire face de façon collective aux fléaux qui menacent la stabilité politique, économique et sécuritaire de nos États.
La persistance des violences basées sur le genre appelle à des solutions assez résilientes. La problématique a réuni à Porto Novo les leaders religieux et communautaires pour des solutions durables contre les différentes formes de violence exercées sur les femmes et les filles dans le contexte de la Covid-19 et au-delà. C'est une initiative de la Conférence des Églises de toute l'Afrique. Firmin Bassao, Brisbane pour le point. Les violences basées sur le genre connaissent une évolution et se sont même aggravées ces dernières années du fait de la Covid-19. C'est dans cette logique que s'inscrit l'action de la Conférence des Églises de toute l'Afrique qui veut, à travers ce séminaire, développer des stratégies de prévention et de défense les plus percutantes et durables dans le temps. Pourquoi le phénomène est-il revenu en force? C'est parce que des personnes qui vivaient ensemble et dont les activités journalières étaient telles qu'elles ne passaient que quelques heures ensemble. Elles n'avaient pas le temps vraiment de cohabiter. Mais avec l'arrivée de la pandémie, ils ont tous été contraints de passer des journées entières, des semaines, voire des mois ensemble dans une même pièce. C'est alors qu'on a commencé par découvrir que l'autre était en fait un labyrinthe dont on n'avait pas la connaissance. De nouveaux efforts doivent être déployés pour trouver une solution durable au phénomène et préserver la vie et la dignité de nos filles. Toutes les communautés et les chefferies ont le devoir de lutter contre la violence sexuelle et d'encourager l'égalité, d'encourager le bon développement, le bien-être social de chaque être humain. Pendant 3 jours, leaders religieux et communautaires vont réfléchir sur plusieurs thématiques allant du point de vue des OSC, des chrétiens, musulmans sur la lutte contre les violences basées sur le genre, les perspectives traditionnelles et juridiques. Ils vont également développer des moyens de briser l'influence de la culture et de la tradition dans leurs communautés et congrégations respectives. Pendant ce temps, la composante maintien des filles à l'école du projet Swed Bénin aborde une étape décisive dans la zone nord et les collines, celle de l'installation des comités communaux intégrés intergénérationnels. La cérémonie s'est déroulée mardi dernier au Cégep de Savalou sous la direction du préfet des collines. On en parle avec Christian Ganjo et Kadnel Kapou. Les études d'abord, le sexe après. Les études d'abord, le sexe après. C'est le credo de ces filles bénéficiaires du projet d'autonomisation des femmes et le dividende démographique au Sahel, Swed Bénin. La composante maintien des filles à l'école s'inscrit dans la même logique. La composante maintien des filles à l'école vise à augmenter le taux de rétention de ces filles à l'école et plus précisément au niveau des enseignements primaires, secondaires, techniques et de la formation professionnelle. Des acteurs clés sont nécessaires à la réalisation de cet objectif, d'où l'installation des comités communaux intégrés intergénérationnels zone nord, regroupant les 4 départements du Septentrion et les collines. En dehors du fonctionnaire de la police, du représentant du centre de promotion sociale, du représentant de l'université et du président de la commission des affaires sociales de la mairie, qui sont désignés par leur supérieur hiérarchique, tous les autres membres sont désignés par consensus ou élection par leur pairs. Chers membres du comité, vous devez constamment échanger avec la communauté, rester à l'écoute des élèves, filles et adolescentes pour annuler toute tentative de violence basée sur le genre, les mariages et les grossesses précoces. En regardant les filles qui sont avec nous, nous voyons que le projet Swed, avec son sous-projet maintien des filles à l'école, est vraiment ancré dans le social. Le sous-projet maintien des filles à l'école, zone nord, du projet Swed Bénin, porté par le gouvernement, est financé par la Banque mondiale avec l'appui technique de l'UNFPA, de l'OAS et de celui du consortium CARE International Bénin-Togo. Et malgré les nombreuses sensibilisations sur le sujet, les femmes restent victimes de discrimination, notamment en matière d'accès au foncier.
Christelle Tongodo a fait le constat à Banikwara dans le département de l'Alibori où les femmes sont interdites d'acquérir des terres. Commune de Banikwara, département de l'Alibori. Ici, accéder à la terre est un autre combat pour la femme. Plus de 85% des propriétaires terriens de la commune de Banikwara sont des hommes. Les grandes collectivités de la commune de Banikwara, dans ces grandes collectivités, les femmes n'ont pas de terre. Malgré les avancées du cadre réglementaire et législatif, les coutumes continuent de dicter leurs lois et creusent davantage les inégalités. Nous sommes nés dedans, c'est la coutume, donc c'est la tradition ici. C'est l'homme qui a les terres, même si c'est dans le côté de l'héritage. Quand votre père décède, les femmes n'ont pas droit aux terres, c'est les hommes. C'est les hommes seulement, parce que c'est les hommes qui ont la maison. C'est les hommes qui aillent au champ pour chercher ce que les femmes vont manger. Ça veut dire que l'accès au foncier est très difficile pour les femmes dans la commune de Banikwara. L'accès est encore plus difficile pour les femmes rurales. Selon ces femmes de l'arrondissement de Funugo, le poids de la tradition et d'autres réalités sociales rendent difficile, voire impossible, l'accès des femmes au foncier. Je ne dispose pas de terre. C'est mon mari qui prend les terres en location et ensemble nous exploitons. Très souvent, après la location, le propriétaire de la terre vient sa terre. C'est la raison pour laquelle je n'en dispose pas. Tout le monde a pris l'argent et il y a que tout le monde veut cultiver beaucoup pour gagner plus d'argent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, que les femmes se débrouillent, elles sont obligées d'aller louer de terre par-ci, par-là, quelques corps de terre cultivables. Pour avoir des terres à Banikwara, c'est très difficile. C'est très difficile parce que pratiquement toutes les terres sont occupées par les agriculteurs, sont occupées par les cotonculteurs, par tous les agriculteurs de la commune de Banikwara. L'égalité d'accès à la terre est essentielle pour le développement d'une nation. Restons encore un instant à Banikwara qui abrite du 6 au 10 décembre la deuxième édition des journées des sciences technologiques et ingénierie mathématiques. C'est une initiative du professeur Taïrou Diarra, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, et cette initiative vise à amener les élèves à s'orienter vers les séries scientifiques. Plusieurs activités sont prévues à cette occasion, dont la formation des apprenants et enseignants de mathématiques sur les sciences technologiques et ingénierie mathématiques. Reportage Christelle Tongodo. La tenue des journées des sciences, technologies et ingénierie mathématiques dans la commune de Banikwara part d'un triste constat. Nous avons constaté que les sciences mathématiques sont en train de mourir de façon générale dans le département de l'Alibori et plus spécifiquement dans la commune de Banikwara. Seulement 2% de nos élèves sont inscrits en série C. Les sciences sont devenues la bête noire des apprenants de cette commune. Comment créer l'émulation au sein de la jeunesse? La solution réside peut-être dans l'organisation de ces journées. Nous avons lancé 2 plateformes novatrices. La première plateforme, nous l'avons intitulée Africa Web Radio. L'objectif premier, c'est de donner l'opportunité aux radios communautaires d'être écoutées sur le plan mondial. Le deuxième objectif, et nous avons déjà commencé à l'implémenter, c'est de mettre en place une web radio uniquement dans la commune de Banikwara. Et cette web radio, nous l'avons dénommée Banikwara Online. Ça serait une web radio thématique. La deuxième innovation est dénommée Bipôle ou encore Pôle des compétences. Qu'est-ce que nous visons à travers la plateforme que nous avons dénommée Pôle des compétences? L'objectif premier, c'est de pouvoir mettre en place la cartographie des compétences. Autant d'actions qui visent à convaincre un grand nombre d'apprenants à s'orienter vers les séries scientifiques.
À la 4e édition du prix d'excellence, la ministre de l'Enseignement supérieur a félicité les relations bénino-chinoises en attestant de leur dynamisme relativement à l'enseignement supérieur. Elle est ici au micro de Patrick Djossou et de Louis Koudogbo. Au niveau de notre ministère, si nous avons un partenaire qui nous accompagne et qui nous bouscule, nous pouvons citer effectivement la République populaire de Chine à travers Monsieur l'ambassadeur. Vous êtes très dynamique et à travers vous, je salue tout le dynamisme de votre équipe qui nous accompagne à aller vraiment assez loin. Grâce à cette dynamique et fructueuse coopération, mon département a pu impacter positivement. Lors des 3 dernières éditions, 146 de nos meilleurs apprenants, dont 47 filles, pour un montant total de 45 millions de francs CFA. Vous avez accédé à notre demande en majorant de 5 millions l'enveloppe annuelle qui était de 15 millions. Vous avez donc renouvelé votre détermination à aller encore plus loin. Et dans cette détermination, monsieur l'ambassadeur, vous avez réussi à associer à la présente édition le groupe CNODC, dont la filiale béninoise WAPCO Bénin a accepté de contribuer au titre de cette année à hauteur de 8 millions. Mon département se réjouit donc de toutes ces initiatives qui viennent en appui aux multiples réformes pour asseoir l'excellence dans nos prestations au niveau de nos différentes universités. Formidable, très bien. Bravo, applaudissez l'ambassadeur. Un colloque international d'hommage à titre posthume au professeur Joseph Olabiyi Babalola Yayi, une initiative de l'université d'Abomey-Calavi en collaboration avec des organisations internationales. L'ouverture des travaux du dit colloque s'est déroulée le lundi dernier à l'école du patrimoine africain à Porto-Novo. À travers ce colloque, l'université d'Abomey-Calavi veut célébrer la vie accomplie d'un homme aux mérites multiples. Le professeur Olabiyi Babalola Joseph Yayi, décédé il y a 2 ans. Près d'une dizaine de témoignages seront écoutés. Par la suite, une quinzaine de communications, dont 5 conférences plénières, seront présentées et débattues. Nous aurons donc une riche moisson en termes d'échanges. Spécialiste des langues et cultures d'Afrique et de sa diaspora, l'illustre disparu fut un ancien ambassadeur du Bénin auprès de l'UNESCO. Panafricaniste très engagé et éclairé, il a contribué à renforcer le rôle de l'EPA et sa reconnaissance au sein de l'UNESCO, où à l'époque, peu de gens croyaient à la pérennité de l'œuvre qui venait de s'installer à Porto-Novo. Nous sommes conscients qu'aucune cérémonie d'hommage, si grande soit-elle, ne rendra jamais totalement compte de l'immensité de l'œuvre du monument, du grand Babab qu'il est. Et le meilleur témoignage à lui consacrer est de continuer son œuvre, afin que sa mémoire ne périsse point. Quand la famille a été au courant, nous-mêmes, on s'est levés comme un seul homme pour venir appuyer donc ce colloque. Nous espérons qu'avec tout le travail qui sera fait ici, ce serait pour pérenniser donc ces actes. Oralité, identité et diplomatie interculturelle, l'Afrique et ses diasporas. C'est le thème de ces assises, un thème qui cadre avec la pluridimensionnalité de l'homme. Une quarantaine de véhicules pick-up de Mack Land Cruiser sont achetés au profit de la police républicaine. La cérémonie de remise a eu lieu ce mardi à l'état-major général à Cotonou. Le point en images et en son avec Simon Vignon et Claude Adigli. La remise de ce matériel s'inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle des unités de la police républicaine. Ces véhicules sont conformes aux exigences du terrain. J'ai l'insigne honneur et le privilège de procéder ce jour à la remise officielle au directeur général de la police républicaine de 40 véhicules pick-up Mack Land Cruiser pour soutenir les nombreux efforts consentis par les unités de la police républicaine dans l'accomplissement de leur mission quotidienne.
Cette dotation qui intervient dans un contexte d'aggravation de la menace terroriste constituera, à n'en point douter, une bouffée d'oxygène dans l'amélioration de la mobilité des unités de la police et par ricochet de leur capacité de réaction. Cette capacité de réaction est donc recherchée pour le bien-être des populations. C'est pourquoi 700 agents de police sont à recruter dès l'année prochaine. Pour le compte de l'année 2022, une première vague de 1300 élèves agents de police a été recrutée et mise en formation au centre de formation militaire de Bembereke. La deuxième vague constituée de 700 élèves agents de police sera recrutée courant mars 2023 et sera suivie de 2000 autres élèves agents de police. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a exhorté les bénéficiaires à une bonne utilisation de ce matériel. Par ailleurs, un projet a déjà permis de construire 155 commissariats de police dans les 77 communes du Bénin. Le maintien des écosystèmes sains pour le bien-être humain est un sujet planétaire. Au Bénin, le projet ProSol consacré à la préservation des sols est dédié à cette cause. À l'occasion de la Journée mondiale des sols, un colloque scientifique s'est penché sur la nécessité de bichonner les sols pour la nutrition. Initiative portée autant par le projet ProSol que par la GIZ et la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Les enjeux avec Alexis Fagbemon et Ren Ouéra. La perte de fertilité des sols est un processus de dégradation qui menace la nutrition. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, un tiers des terres arables de la planète sont plus ou moins menacées de disparition. Conséquence, la production vivrière et la sécurité alimentaire sont de plus en plus compromises. Je pense que le thème est vraiment pertinent. Et ce thème trouve vraiment son sens. Ça trouve son sens en ce sens qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à une véritable dégradation des sols, à une baisse de rendement généralisée pour la plupart de nos cultures. Ce qui nous amène à développer des technologies pour pouvoir maintenir les niveaux de rendement actuels. Il est urgent de conserver les ressources naturelles, de réduire la dégradation des sols, de tourner vers l'intensification agricole durable et de promouvoir l'agriculture climato-intelligente afin d'atteindre l'objectif fin zéro. Et pourtant, la croissance démographique, la demande toujours plus élevée en nourriture et les intérêts divergents quant à l'utilisation des terres augmentent la pression sur les sols. Dans ce cadre, le Bénin s'est fixé prioritairement comme ambition d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d'ici à 2030. La science doit aider les agriculteurs à utiliser les ressources de manière plus efficiente. Les sols, l'énergie, la biodiversité, les engrais et pesticides doivent être utilisés judicieusement. La science doit compléter le savoir local et appuyer les pratiques agroécologiques à l'aide d'une meilleure combinaison des résultats socio-économiques et écologiques. Bien que l'importance des sols semble évidente, il est impérieux aujourd'hui plus que jamais de sensibiliser à une prise de conscience que le sol est une ressource fragile et non renouvelable. C'est historique, l'Afrique aura bel et bien un représentant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le Maroc, dans un match héroïque, est arrivé à bout de l'Espagne au terme d'une séance de tir au but. C'est la première fois que les Lions de l'Atlas se hissent à ce niveau de la compétition. C'est tout pour ce 13h. Merci mesdames et messieurs pour votre aimable attention. Une adresse à garder, surtout en cette période de fête. Le Grand, spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment.
Le groupe a décidé d'être plus proche de sa clientèle et l'aboutissement de ce projet a donné le Grand Bénin. Le Bénin a un gros potentiel et on a rencontré beaucoup de partenaires qui nous ont parlé des nombreux projets qui arrivent. Et puis deuxièmement, parce que nos partenaires nous l'ont demandé. Ils nous ont dit, si vous voulez poursuivre votre croissance réussie au Bénin, il faut que vous ayez des équipes sur place pour qu'on puisse être formés, pour qu'on puisse être accompagnés sur les projets. Voilà, donc comme on écoute nos clients, on a pris cette décision d'ouverture d'une structure au Bénin. Alors, on sent une atmosphère plutôt business friendly, comme on dit. Donc évidemment, c'est plutôt encourageant pour les sociétés comme Le Grand. Donc c'est une incitation supplémentaire pour nous à venir ici. Depuis 30 ans, ce groupe français commercialise ses produits et ses solutions sur le secteur Bénin et Togo. Aujourd'hui, il renforce sa présence grâce à cette filiale avec un portefeuille des offres qui n'est pas limité. Aujourd'hui, Le Grand a un travail sur 3 offres principalement, tout ce qui est résidentiel, tertiaire et puis tout ce qui va être industrie. Les offres Le Grand sont multiples. On nous connaît uniquement sur la partie appareillage disjoncteur, mais on fait beaucoup d'autres choses. Et le fait d'avoir un bureau ici, surtout un centre de formation, je précise un centre de formation en local qui s'appelle Innovial, et nous allons pouvoir accompagner en tout cas toute la chaîne économique. Quand je dis chaîne économique, on parle de la prescription des architectes, les bureaux d'études pour la partie ingénierie, et la partie installateur aussi, et puis les consommateurs finaux. Aujourd'hui, quand je m'appelle Monsieur Tartampion aujourd'hui et que j'ai un projet résidentiel, je peux venir au bureau Le Grand, demander conseil, qu'est-ce que vous me conseillez pour ça? Et justement, on peut là, on va faire des études d'optimisation. Et puis, si vous avez votre électricien, on peut aussi le former à l'utilisation des produits. Voilà. Une cérémonie de lancement des activités fort simple, mais rehaussée par la présence de l'ambassadeur français, admirateur et défenseur du Bénin. C'est plus vraiment des entreprises françaises, c'est des entreprises franco-africaines. Et je pense que c'est important de le souligner ici et vous en êtes un exemple. Et puis ce sont en général des entreprises, et la vôtre l'est, je le sais, respectueuses de leurs clients. Et ici on a un président de la République extrêmement sourcilleux sur la qualité, et Le Grand, je le sais, est synonyme de qualité. Vous avez dit que vous allez implanter un centre de formation. Je ne sais pas exactement quelle forme cela prendra, mais sachez que pour le Bénin, la formation professionnelle, c'est une véritable priorité. L'aspect industriel, je ne sais pas si vous avez eu le temps ce matin d'aller visiter la zone industrielle de Glodjibé, c'est absolument énorme. Les locaux de Le Grand Bénin sont situés au 2e étage de l'immeuble Bon Pasteur, Sisa Kadjeon, juste à côté de l'église.